Chers auditeurs, vous écoutez Fréquence Cartouche, l'émission des Clodos Célestes, de la Nouvelle Librairie, et aujourd'hui de la Déprime Molle, animée d'ordinaire par Burnouf, c'est-à-dire moi-même, souvent absent ce temps-ci pour cause de préparation d'agrégation, mais que Simon va consoler, ainsi que notre invité, en nous expliquant, je crois, le plus sûr moyen de devenir riche. Alors, cher Simon, à qui va-t-on adresser cette émission ? On va faire une émission à tous ceux qui, en quittant leur province et leur petite province, se sont murmurés tout bas « À nous deux, Paris !» À tous ceux qui ont des rêves d'entreprise, de gloire et de fortune. À tous ceux qui ont passé leur nuit dans leur petite chambre d'étudiants à spéculer sur du bitcoin, qui ont regardé 1000 fois la crème de la crème et ont rêvé au loup de Wall Street. À tous ceux qui ont une âme d'entrepreneur, une âme qui est sans cesse brimée, castrée par toutes les folies administratives, les rabat-joie, les lois, les emmerdeurs de tous bords. À tous ceux qui sont des créatifs et qui ont au fond d'eux-mêmes ce feu sacré, cette folie, cette chose complètement dingue de créer et qui se refusent de se laisser endormir et assoupir par une société rabougrie. Oui, c'est pour vous qu'on va faire cette émission et nous ne ferons sûrement pas ce soir une émission de lamentation ou une simple émission de commentaires de l'actualité. Nous ferons une émission d'action. Nous avons 55 minutes pour vous convaincre, 55 minutes pour réveiller en vous l'âme d'entrepreneur, l'âme de créatif, l'âme complètement dingue qui sommeille en chacun de vous. Et pour ça, on a invité un entrepreneur de choc, on a inventé un réacteur nucléaire, nous avons invité Charles Gave. Bonsoir. Bonsoir. Tous les connards d'HEC, donc on aurait pu... Je serai entouré ce soir de chroniqueurs. Karl Lapointe, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Karl, tu es le seul entrepreneur parmi nous. En effet, cher ami, mais j'imagine qu'il y a aussi parmi nous des entrepreneurs de cause. Nous avons mieux que des entrepreneurs, nous avons un scientifique, un journaliste scientifique, Grégoire Canlov, bonsoir. Bonsoir à Tu seras tous. la caution chiffre et scientifique de ce soir, si on dit des bêtises, tu nous rappelleras à l'ordre. Nous avons également Lucky qui est parmi nous, tu es collaborateur au Sénat. Effectivement, bonsoir. Bonsoir, et tu es étudiant à Sciences Po. C'est vrai. Et Enfin, nous- à mi-temps, bien évidemment. Et nous avons également enfin notre mannequin radio, qui va être notre cause féminine de l'émission, Aurélie, bonsoir. Bonsoir. Aurélie, nous sommes ravis de t'avoir parmi nous. Alors pour commencer, le pape Jean-Paul II disait de l'entrepreneur qu'il avait l'étincelle divine de la création. Est-ce qu'au fond, un entrepreneur, c'est un grand artiste ? C'est pas automatiquement un grand artiste, mais c'est certainement quelqu'un qui va introduire quelque chose dans le monde qui n'existait pas avant qu'il soit là. C'est-à-dire qu'il va percevoir un besoin que personne n'a su satisfaire jusque-là et s'attacher à le satisfaire. Donc, quelque part, il continue l'œuvre de la création, puisque là, vous savez que Dieu se repose pendant le 7e jour, et que le 7e jour, il continue toujours. Donc, il a travaillé les 6 premiers jours, et maintenant, c'est à nous de faire le reste. Alors Charles Gave, dans la première partie de l'émission, on va revenir sur votre parcours, votre Oh. histoire. Déjà, ça commence mal. Oui, absolument. Mais rapidement, alors, votre père était officier, a Oui. été condamné à mort par Vichy, Oui. et vous dites dans votre famille, on parlait pas d'argent, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. Mais il n'y en avait pas dans l'armée, vous savez. Jusqu'à tout récemment, jusqu'à à peu près les années 70, personne ne parlait d'argent en France. C'était un sujet qui n'intéressait personne. D'ailleurs, on n'avait pas le droit d'en parler, c'était considéré comme mal élevé. Et puis à partir des années 70, les choses ont changé et on s'est mis à parler d'argent. Ce qui me paraît un petit peu un recul intellectuel et moral, mais ben voilà, on s'est mis à parler d'argent. Et on a considéré que l'argent était une chose importante. C'est une chose importante parce que ça permet d'être libre, mais il y a d'autres choses qui peuvent permettre d'être libre. Donc non, ça n'est jamais une fin en soi. Et vous ne seriez pas avec ceux qui disent qu'en France, il y a une haine des riches et une haine de parler de l'argent héritée à la fois du socialisme et du catholicisme. C'est possible qu'on puisse dire ça, qu'en France, il y a une espèce de relation compliquée avec l'argent. Je dis toujours en plaisantant, si vous voulez, que les peuples parlent toujours de ceux qu'ils n'ont pas, où on n'a pas le droit de parler des choses que l'on n'a pas. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, on n'a pas le droit de parler de sexe,
parce que c'est considéré comme mal vu, donc ils parlent tous d'argent. Mais en France, si vous voulez, on parle de sexe tout le temps, mais parce que j'imagine. Et puis, on parle pas d'argent, quoi. Donc, si vous voulez, c'est pas tout à fait les mêmes intérêts dans la vie, quoi. Ceux qui en parlent le plus, qui en ont le plus. Voilà, c'est ça, c'est parce que nous n'en avons On pas. inverse la tâche. Ouais, voilà. Alors, à l'école, ce qui est assez amusant, vous étiez un cancre. Considérable. J'ai redoublé ma 4e, ma 3e et ma oui, première. ça fait, Donc, si vous voulez, c'était quand même... Je faisais le désespoir de mes parents. Mhm. Et puis, quand je suis arrivé à l'université, j'ai trouvé que ce qu'on m'apprenait était intéressant. Donc, ça m'a... Puis à partir de là, j'ai plus eu de problème. Mais j'ai dû m'ennuyer de façon épouvantable pendant mes études secondaires, je crois. J'ai cru que j'en verrais jamais la fin. Et je pense que peut-être l'enseignement est devenu un peu moins ennuyeux, mais j'en suis pas sûr. Non, je suis sûr que non. Oui. Et ça s'empire. Ça Mais s'empire, vous je- disiez dans, je ne sais plus quel écrit ou quelle émission, que vous aviez un jugement très sévère sur la fabrication des élites et la sélection. Sur ta citation même. Mais je crois que je l'ai dit ici, d'ailleurs, dans une émission Mm. qui avait... Je crois que au moment où je disais cette bêtise, ça a été repris à plus de 2 millions d'exemplaires sur YouTube, donc ça a dû toucher les gens. Je dis, si vous voulez, que... Cancre de tous les pays. En France, il y a 2 énormes erreurs intellectuelles qui sont faites pour la sélection des élites. La première, c'est qu'on pense qu'il y a une relation entre l'intelligence et le diplôme. Or, j'ai connu des tas de gens dans ma vie qui étaient extrêmement intelligents et qui n'avaient jamais fait d'études, mais qui étaient extrêmement intelligents. Et la deuxième erreur qu'on fait, c'est qu'on pense que celui qui a fait les meilleures études est automatiquement le plus à même de prendre des décisions. Et alors là, s'il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre la capacité de prendre des décisions et la capacité à faire des études. Par exemple, la France s'est effondrée en 1940. Le président Lebrun a été sorti premier de Polytechnique et le général en chef Gamelin a été sorti premier de Saint-Cyr. Et ça a été la plus grosse raclée qu'on ait jamais pris dans notre histoire. Et ce dont on souffre aujourd'hui, c'est d'avoir cette espèce de sélection par la capacité à rester assis sur une chaise quand on a 20 ans et à pas courir les filles ou à faire du sport, ce qui serait la chose normale. Il pourrait y avoir une épreuve, effectivement. Mmh. Il pourrait y avoir une épreuve. Oui, donc si vous voulez, par exemple, la sélection des concours, etc., c'est une sélection de ceux qui ont un sang de navet, quoi. C'est les plus dociles et qui ont une mémoire de cheval, en fait. Voilà, c'est les plus dociles qui ont une mémoire de cheval et qui ne sont jamais en désaccord avec leur professeur. Et qui ont une vie très réglée, qui se couchent à l'heure des poules et qui apprennent. Oui, et qui sont prêts à travailler comme des fous pour essayer de se faire une rente pour le reste de leur vie. C'est-à-dire que le but dans la vie, c'est pas d'avoir une rente, c'est d'avoir quelque chose où vous prenez des claques, où ça marche. Et on peut aborder les sujets politiques. Juste une chose, Oui. parce que les concours sont souvent calqués sur le modèle fonctionnarial. Et Ils sont calqués, les concours sont faits pour former des fonctionnaires. Or, les fonctionnaires, par définition, comment dire, ce sont des gens qui n'aiment pas le risque. Donc, ils vont prendre des mesures pour réduire le risque tant qu'ils peuvent, et pour eux, et pour la société. Et c'est pas ça qui fait avancer une société. Si vous voulez, la recherche éperdue de la rente ne vous amène nulle part. Parce que nous, on est une émission étudiante et on est une émission très pratique, des Oui. petits esprits très concrets. Mais alors, est-ce que vous conseillerez quand même à des jeunes actuels de tout de même faire des grandes études, aller faire des prépas, aller à HEC, etc. Ou au contraire, d'essayer de se faire par soi-même, on crée soi-même des startups à côté et... C'est ça la question. La question, si vous voulez, c'est faire des études, c'est très important si vous apprenez à apprendre. Si vous apprenez simplement pour passer le concours, ça sert à rien. Moi, si vous voulez, autant j'ai étudié toute ma vie, je continue à essayer de comprendre. J'en suis extrêmement reconnaissant, mais dans les études universitaires que j'ai faites d'abord en France et ensuite aux États-Unis, d'être tombé sur des professeurs qui ne s'attachaient pas du tout à ce que l'on avait appris, mais à la façon dont on essayait de penser. Et c'est pas du tout la même chose. Donc l'université, pendant très longtemps, ça a été une espèce d'effort pour réfléchir et apprendre à réfléchir par soi-même. Et là, il me semble on a eu en France 2 systèmes d'éducation qui ont été en parallèle pendant très longtemps. Le premier, c'était celui des Dominicains, qui a donné les grandes universités.
Et le but des dominicains, c'était d'être des chevaliers du Christ, vous savez, avec leurs grandes robes blanches comme ça. Et ils pensaient par eux-mêmes, et ils étaient... Et encore aujourd'hui, il y a toute une série de très grands esprits qui sont dominicains. Et puis ensuite, vous avez eu ce qui est arrivé avec la Réforme, les jésuites, qui étaient de faire des soldats du Christ, perindea cadaver, c'est-à-dire d'obéir jusqu'au moment où on est un cadavre. Et ensuite, on se retrouve avec des gens qui obéissent. Et c'est pas du tout la même chose d'être un chevalier ou d'être un soldat obéissant, si vous voyez ce que je veux dire. Faut pas oublier que Lénine a copié le parti communiste qu'il a organisé en Russie sur le modèle des jésuites, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas le droit de remettre en cause les ordres qu'on donnait. Et ce qui s'est passé avec mai 68, ce que j'avais expliqué aussi dans une autre émission ici, je crois aussi, ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, il y a eu la destruction de l'université et la victoire, donc la destruction des dominicains et la victoire des jésuites, les gens qui sont là pour obéir. Et tous les grands esprits français, et c'est la première fois depuis à peu près 1000 ans qu'il n'y a plus de grands intellectuels français, même au niveau mondial, c'est la première fois donc en tuant l'université, on a tué les grands esprits libres. Et maintenant, on n'a que des gentils robots, quoi, c'est bien. Mais alors, dites-moi, selon vous, le bon entrepreneur, est-ce que c'est d'abord un idéaliste ou un bon gestionnaire? Est-ce que l'entrepreneur, celui qui se lance, doit se dire « je fais ça parce que j'ai des idéaux et j'ai quelque chose à apporter à la société, à l'humanité » ou alors il se dit « est-ce qu'il fait ça parce que le modèle... » parce que je pense que ce modèle est bon pour gagner de l'argent. Alors là, vous posez la question au mauvais gars, parce que moi, je ne sais pas ce que font les autres, hein, mais en ce qui me concerne, la seule chose que j'ai jamais essayé de faire, c'était... il se trouve que quand vous êtes entrepreneur, vous avez quelque chose de curieux qui s'appelle des clients, hein, des gens, en quelque sorte, qui vous font vivre. Et votre but, c'est d'essayer de comprendre ce dont ils ont besoin. Et de comprendre leur métier, de comprendre ce dont ils ont besoin. Et une fois que vous avez compris ça, vous essayez de les aider. Et très curieusement, ils perçoivent ça assez bien, et dès le moment où vous essayez de les aider, ils sont prêts à vous payer. Vous voyez, c'est tout à fait... Mais si vous cherchez à les enfumer, quoi, en essayant de leur vendre quelque chose, et parce que... À créer leurs propres besoins. À créer un besoin qu'ils n'auraient pas, ou etc., à ce moment-là, ils sont beaucoup moins capables de vous aider, quoi. Donc, être entrepreneur, c'est... J'aimais beaucoup Marcel Dassault racontait que quelqu'un lui a posé la question « Qu'est-ce que c'est que d'être entrepreneur ?» Il dit « C'est quelqu'un qui se balade dans la montagne et qui voit un ruisseau avec un dénivellement assez fort et qui se dit « Tiens, je vais mettre une petite turbine là. » Et je vais fabriquer de l'électricité et je vais la vendre, quoi. Donc le boulot, c'est de se balader dans la montagne, de regarder qu'il y a un dénivelé que personne d'autre avait vu, vous dites tiens, je pourrais faire un barrage là et faire et je pourrais faire. Donc c'est ça, c'est de repérer quelque chose dont vous pensez qu'ils ont besoin, et à ce moment-là, je voudrais aussi dire quelque chose, c'est que quand vous parlez de l'argent, il faut faire très attention. Il y a de l'argent qui est gagné par des entrepreneurs. Et personne n'a jamais reproché, par exemple, à Bill Gates d'avoir gagné une fortune absolument immense. Et pourquoi? Parce qu'il a rendu service et il a changé le monde avec son Microsoft. Si des gens gagnent de l'argent avec ce que j'appelle le capitalisme de connivence, c'est-à-dire en étant près du pouvoir et et dans le fond, si ça marche, c'est pour moi, et si ça marche pas, c'est pour le payeur d'impôts, ce qui se passe beaucoup en France, à ce moment-là, la population est très hostile à cet entrepreneur. C'est pour ça que vous avez, qui n'est pas un entrepreneur d'ailleurs, qui est un voleur. Et donc, c'est pour ça que vous avez cette hostilité très forte, par exemple, d'une partie de la population française contre les banquiers, qui font plus leur métier. Mais personne n'a jamais reproché, même à Marcel Dassault ou à Dassault, etc., d'avoir créé des choses et de les avoir fait marcher, quoi. C'est pas du tout le même... En quelque sorte, il y a de l'argent qu'on a gagné en prenant des risques, et celui-là, les gens ne vous en veulent jamais, et l'argent qu'on a gagné sans risque, et ça, c'est tout à fait inacceptable. Alors, pour reprendre la métaphore hydraulique, vous disiez aussi que faire des affaires, c'est lancer des dizaines de petits bateaux dans un cours d'eau, au jardin du Luxembourg, et certains vont prendre le vent, et vous savez jamais d'autres pourquoi. non.
Et vous savez jamais pourquoi. Parce que vous avez des idées, Ouais. et puis voilà, et puis ça marche ou ça marche pas. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train d'essayer de lancer, ce qui me prouve qu'à 75 ans, je suis irrécupérable. Je suis en train d'essayer de lancer une espèce d'analyse en utilisant l'intelligence artificielle dans les marchés financiers et tout. Ça suscite aucun enthousiasme chez mes clients qui pourtant m'aiment beaucoup. Donc je vais peut-être me planter avec ce truc-là, quoi. Pourtant, c'est tout à fait intéressant et c'est passionnant et j'arrive à des résultats très surprenants, mais ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde. Mais alors, c'est toujours important de mener plusieurs projets de front. Absolument. On aurait tendance à penser qu'il faut s'obstiner dans un seul projet, et au contraire. Moi, ce que j'ai fait, si vous voulez, c'est que c'est très difficile. Parce que si vous lancez une entreprise et que vous ne vous êtes pas planté au bout de 3 ans, vous avez une bonne chance qu'elle survive. Parce que les 3 premières années, vous flottez, vous ne savez pas très bien ce que vous allez faire. Mais si au bout de 3 ans, vous êtes toujours là, c'est que vous êtes peut-être sur quelque chose d'intéressant. Et il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre non plus. Et il faut aussi que vous alliez vers ce qui vous intéresse, vous. Par exemple, à un moment dans ma carrière, on m'a demandé de gérer de l'argent, ce que j'ai fait pendant 10 ou 12 ans, avec un certain talent, donc j'avais pas de problème. Et j'ai pas aimé ça du tout, parce que c'était trop limité. Moi, ce que j'aime, c'est discuter d'idées avec les clients. Donc au bout d'un certain temps, j'ai arrêté, j'ai vendu ma boîte, et puis je suis repassé à ce que j'aime, c'est-à-dire à faire de la recherche, quoi. C'est ça le... Alors, peut-être une petite précision biographique. Oui. Je suis ici le biographe officiel de Charles Gave. Oui. Quand vous avez commencé, le début de votre carrière, c'est que vous vous êtes rendu compte que sur les marchés financiers, les études de marchés financiers, les explications de la baisse et de la haute, des hausses et des baisses, étaient totalement absurdes et idiotes. Voilà. Et donc vous avez fait du conseil là-dedans. Je me suis dit, où je comprends ce qui se passe, où je fais autre chose, parce que j'imaginais pas passer ma vie dans un métier auquel je comprenais rien, quoi. C'était... Et donc, je suis sorti de la banque qui m'avait embauché. J'ai trouvé 4 personnes qui m'ont financé, 2 en Suisse, 1 en Angleterre, 1 en France. Et à ce moment-là, ils m'ont donné 3 ans. Et puis, au bout de 3 ans, j'ai commencé à vendre ça à l'extérieur et ça a plutôt bien marché. Donc, voilà. Et tout le monde vous disait à l'époque que c'était stupide d'aller donner des conseils à des grandes banques qui, normalement, devraient savoir ce qu'elles font. Oui, tout le monde me disait ça. Et pourquoi je quittais la grande banque pour me lancer dans l'aventure? Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait d'ailleurs. Sans doute parce que je ne m'imaginais pas... Si vous voulez, quand j'allais dans ma banque, il y avait des grands couloirs où il y avait des bureaux de chaque côté et tout et tout. Et je m'imaginais tous les jours revenir dans ce couloir et de me retrouver là jusqu'à la fin de mes jours. Il y a de quoi se flinguer, quoi. Donc il fallait un petit peu d'excitation, il fallait un petit peu de prise de risque, un petit peu de... Celui qui cherche pas à se casser la figure, c'est comme, j'imagine, quand vous skiez, si vous tombez jamais, c'est que vous skiez pas à fond, quoi. Et donc, certains entrepreneurs ont besoin de conseils, enfin estiment avoir besoin de conseils, ce qui crée un peu des boucles avec des entrepreneurs qui conseillent d'autres entrepreneurs, qui en conseillent encore d'autres. Qu'est-ce que vous pensez que ça des consultants font du métier de conseil Ça, c'est autre chose. Les consultants, ils sont beaucoup... dans l'organisation de la société une fois qu'elle gagne de l'argent ou qu'elle cesse d'en gagner, qu'elle commence à en perdre. Et donc, ils travaillent beaucoup avec les grandes sociétés. Je ne sais pas si vous le savez, mais je crois que c'est le cas aux États-Unis et je crois que c'est le cas en France aussi. Les grandes sociétés, dans l'ensemble, liquident des emplois par solde. 90% des emplois sont créés par des entreprises de moins de 10 personnes. Donc, quelque part, ce que je dis toujours, c'est que si le gouvernement voulait que le chômage disparaisse, il faut simplement qu'il foute la paix aux entrepreneurs de moins de 10 personnes, quoi, vous voyez, parce que c'est là que tout va se passer. Je crois que nous avons notre scientifique qui est parmi nous et qui va nous faire sa chronique scientifique d'entomologie, spécialiste, je ne sais pas de quoi il va nous parler, du corps humain. Il a l'air surpris, hein. On surprend toujours les scientifiques. Alors, Grégoire, tu vas nous faire une chronique sur la loi de l'attraction, ou comment, pour toi qui es scientifique, devenir riche. Je ne me définis pas vraiment comme scientifique, plutôt comme journaliste scientifique. Sors du laboratoire, Grégoire, sors du laboratoire. Non,
Non, je ne suis pas dans un laboratoire, c'est que je m'y intéresse, disons en dilettante, et je m'intéresse aux concepts qui permettent de fédérer en fait. Alors, explique-nous comment pour Alors, toi. Voilà. En fait, ce qui m'a fait penser à la loi d'attraction, c'est que Napoléon Hill, qui a écrit l'un des livres de référence sur comment devenir riche, faisait de la loi d'attraction ce qui est central pour devenir riche. Or, la loi d'attraction existe, certes. En fait, la loi d'attraction, c'est très simple. C'est le pouvoir qu'a une idée forte d'attirer à elle les circonstances et les ressources qui sont favorables à ce qu'elle se réalise. Mais ce que Napoléon Hill ne dit pas, ou ne dit pas vraiment, c'est qu'il y a aussi la loi de répulsion. C'est-à-dire le fait qu'une idée différente et nouvelle suscite la répulsion, toute chose égale par ailleurs. Donc l'attraction doit composer avec la répulsion. Donc ça peut sembler paradoxal, mais c'est la même chose à tous les étages de l'univers. Et je vais vous surprendre, mais les premiers entrepreneurs du cosmos, ce sont les quarks. En tout cas, les quarks comptent parmi les tout premiers entrepreneurs du cosmos. Et les quarks, ils cherchaient à créer des startups, c'est-à-dire d'autres particules fondées à partir des quarks. Or, déjà, au moment des quarks, dans les premières secondes de l'univers, vous aviez une force d'attraction et une force de répulsion. Donc c'est très simple. C'est que les quarks qui communiquent entre eux via le phénomène connu comme interaction forte, ou force forte, de même qu'il y a des consultants qui communiquent entre eux, des entrepreneurs qui conseillent d'autres entrepreneurs. Donc déjà, on avait une communication entre entrepreneurs lors des premières secondes du cosmos. Donc, mais c'est pas faux ce que vous dites, et c'est très intéressant parce que il vaut beaucoup mieux être le deuxième quand vous cherchez à vendre une idée qu'être le premier. Si vous êtes le premier, les gens disent mais expliquez-moi pourquoi personne n'a eu cette idée jusque-là. Mais si vous êtes le deuxième, à ce moment-là, c'est plus facile à vendre. Être le premier, c'est jamais facile. Et donc, en fait, au moment de la communication avec... Ne vous inquiétez pas, c'est presque fini. Au moment de la communication avec les quarks, si vous avez deux quarks qui sont de la même variété, eh ben, ils vont communiquer une répulsion mutuelle. En revanche, s'ils sont différents de la bonne manière, là, ils vont communiquer une attraction mutuelle et ils vont également communiquer leur attraction vers un quark supplémentaire qui soit du type adéquat pour monter une start-up. Donc, soit la start-up proton, composée de 2 quarks up et 1 quark down, soit la start-up neutron, composée de 2 quarks down et 1 quark up. Et c'est ainsi que vous avez les premières start-up de l'univers. Voilà. Non, et aujourd'hui, en fait, c'est pareil. C'est le même phénomène, mais à un niveau plus complexe de la réalité. Mais d'ailleurs, dans tout ce que je fais en ce moment dans l'intelligence artificielle, on trouve des relations stupéfiantes entre la physique et les marchés financiers. Et Dieu crée Et vous pensez quoi de Laurent Alexandre ? Laurent Alexandre, rappelez-moi ce qui qu'il a... est un peu vu comme le pape de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ah, moi, vous savez, c'est comme pour les économistes. J'ai assez de mal à comprendre ce que je pense moi-même. Donc, je vais assez peu vers... pour savoir ce que pensent les autres. Parce que alors, si on commence à me demander pourquoi, en général, de Laurent Alexandre, si vous voulez, je ne doute pas qu'il soit extraordinairement compétent, mais j'en pense rien, quoi, parce que moi, je travaille de mon côté. Et sûrement de façon très égoïste, et j'apprendrai beaucoup, mais... La plus grosse difficulté, c'est de savoir ce que vous pensez vous-même. Hein. Ça, c'est le pouf. Et qu'est-ce que vous pensiez de Pierre Berger, qui était un grand entrepreneur français que j'ai un peu connu avant sa mort? Pierre Berger, si vous voulez, c'était l'archétype du capitalisme de connivence français. C'est-à-dire qu'il n'a jamais gagné d'argent honnêtement, mais il a toujours gagné avec les saloperies qu'il avait fait faire à Mitterrand, qui était assez facilement... Et on va parler sur une chose centrale à mon avis, c'est du thème du risque. L'entrepreneur, c'est celui qui est prêt à assumer les risques. Et vous dites d'ailleurs souvent, celui qui meurt le premier, c'est l'entrepreneur. C'est le travail le plus pénible. Parce que les celui où on dort pas. Jamais un sou, c'est extrêmement pénible physiquement. Comment vous avez fait pour... Est-ce que c'est presque une travail d'un sportif de haut niveau finalement, un entrepreneur? Oui, en tout cas, il faut être très robuste physiquement. Il faut avoir... ça, c'est sûr. Heureusement, j'étais pas un très bon étudiant, mais j'étais un assez bon sportif. Donc, je me suis bâti, quand j'avais 20 ans, un corps assez solide. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Si vous avez, par exemple, ce qui m'est arrivé dans ma carrière, une période où vous êtes malade pendant 6 ou 7 ans, vous êtes cuit, quoi. Parce que les gens ne vous attendent pas. Donc, il faut repartir à zéro. Je suis reparti à zéro quand j'avais, quel âge, 60 ans, quoi. Après une période un peu difficile, donc qui n'avait rien à voir avec ma vie professionnelle, mais qui était tout simplement le fait que j'ai sans doute fait ce qu'on appelle un bon burn-out. Vous savez, j'étais tellement cuit que j'avais tellement bossé que j'en pouvais plus, quoi.
Mais est-ce que notre société actuelle a pas atrocement peur du risque? Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'alliance entre le gauchisme et le puritanisme qui fait on a peur du risque dans tous les domaines. Alors à la fois dans le domaine de l'entreprise, mais aussi bien dans le domaine de la santé, de la vie de tous les jours. Une forme d'hygiénisme qu'on retrouve dans l'entreprise comme finalement dans les lois liberticides sur la liberté d'expression ou même sur le fait de parler à une nana dans la rue. On n'a plus le droit de parler à une nana dans la rue. Ah non. Sauf ici. Elle vous dénonce aux flics immédiatement. Alors que l'entrepreneur doit, comme on dit trivialement, porter ses sacs. Oui. Il doit porter ses sacs et c'est un peu le... Oui, c'est pas faux. C'est un peu l'entrepreneur, c'est un peu le paratonnerre du risque dans le système. C'est-à-dire que quand la foudre tombe, c'est lui qui grille, quoi. Les autres, ils sont tous là bien à l'abri, mais c'est lui qui à chaque fois se fait cramer. Parce que pour revenir encore une fois sur les entrepreneurs, si vous voulez, sur 3 entreprises que vous lancez, il y en a une à tout casser qui réussit, il y en a 2 qui ferment. Donc c'est quand même un métier, c'est comme d'essayer d'être sportif de très haut niveau, même si vous êtes bon, la probabilité que vous soyez dans les 10 premiers joueurs mondiaux de tennis est assez faible, même si vous êtes bon. Quelle est l'erreur la plus fréquente, la plus fondamentale de l'entrepreneur? L'erreur la plus fondamentale de l'entrepreneur, ben je sais pas, j'en ai fait des tas, des erreurs. C'est probablement c'est très difficile d'être entrepreneur, enfin dans mon cas, d'être entrepreneur tout seul. Je veux dire par là, vous avez besoin d'avoir... il faut être 2 ou 3 ou 4 ou 5. Moi, j'ai toujours travaillé en équipe. Et parce qu'on n'a pas tous les mêmes qualités. Puis s'il y en a un qui commence à se déballonner, ben, les autres sont là pour le pousser, le tirer et tout et tout. L'entrepreneur tout seul, tel Jupiter... Et que doit l'entrepreneur à la chance? Que doit-il à la volonté? En même temps, ça dit que c'est une affaire de circonstance ou une affaire de... Je crois qu'on est entrepreneur. Je crois qu'on est... C'est pas une question de chance, c'est que vous avez une espèce de... Vous dites que la chance joue et vous citiez le général de Gaulle qui demandait à ses généraux s'ils avaient de la chance. Oui, la chance joue, bien entendu. Il faut avoir du pot et tout, mais ça c'est... Mais la chance, comme dit le proverbe latin, vient à celui qui est bien préparé. Donc, si vous n'êtes pas là au moment où ça se passe, et ben, quand ça se passe, vous n'êtes pas là, il ne se passe pas rien, quoi. Si vous êtes là, vous pouvez attraper vous pouvez attraper le loup par les oreilles. Vous savez, teneo lupum rubus, quoi. C'était le vieux truc latin. J'attrape le loup par les oreilles. Ben, attraper le loup par les oreilles, c'est pas très facile, quoi. Et surtout, vous parlez, au bout de 3 ans, on sait si une entreprise marche ou pas. On sait si elle va survivre. Et la différence, par exemple, en Russie, pendant les 2 premières années, vous n'avez pas d'impôts. Alors qu'en France, dès la première seconde où vous faites une bébé entreprise, vous avez des milliards d'impôts. Pas des milliards, c'est pas tellement les impôts, c'est les papiers. C'est pas tellement les impôts, vous devez commencer à remplir des tas et des tas de papiers. Et si vous parlez, je sais pas, des agriculteurs qui sont notre entrepreneurs par nature, puisqu'ils sont... Mais ce qui se passe avec les agriculteurs, c'est qu'aujourd'hui, 60% de leur temps, ils passent à remplir des papiers pour soit le fisc français, la sécurité sociale ou l'Europe. Donc, ça limite le reste du temps. C'est donc, si vous êtes occupé à remplir des papiers toute la journée, ben, vous ne voyez pas de clients et vous ne cherchez pas à vendre des produits. Comme. La susceptibilité des gens aussi. Il suffit qu'un artisan veuille taper sur des gamelles et aussitôt les voisins, les riverains se mettent à dire qu'il va y avoir du bruit, de l'odeur, des lumières. C'est possible ça aussi, mais c'est rarement les voisins. Oui, c'est plus l'État. C'est plus... Je vous assure, une entreprise qui s'installe et aussitôt les propriétaires. Levée de bouclier. Oui, levée de bouclier, c'est possible. Ça, c'est pas dans mon jardin, comme on dit en anglais. C'est not in my garden. C'est-à-dire que si vous voulez mettre une centrale nucléaire quelque part, tout le monde est d'accord. Mais si on la met à 10 km de chez vous, plus personne n'est d'accord. Ça, c'est du conservatisme. Mais c'est pas ça le principal obstacle. Hein. Mais vous aviez une anecdote géniale sur la folie administrative. Je ne sais pas si je la raconte ou vous. C'est une anecdote que racontait Malraux. Ouais. Je la commence. Pendant la guerre de 14, les Anglais, les Britanniques se rendent compte qu'il y a des régiments de chats. Des maîtres chats dans chaque régiment. Des maîtres chats avec des chats. Et ils se demandent pourquoi il y a des chats dans l'armée britannique. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait des études et ils se sont rendus compte qu'au XIIIe siècle, l'arme suprême des Anglais, c'était ce qu'on appelait le longbow, le très grand arc. Vous savez, c'est avec ça qu'ils nous ont ratatiné, à Bouvines et partout. Et que les rats bouffaient les cordes des arcs. Puisqu'il y avait
de la graisse de cochon dessus, vous savez, et donc, pour empêcher les rats de bouffer les cordes des arcs, eh ben, on avait créé des maîtres chats avec des chats qui empêchaient les rats de bouffer les cordes. Et 7 siècles après, ils étaient toujours là et plus personne ne savait pourquoi. C'était, C'est la fameuse phrase « Rien n'est plus définitif qu'un programme gouvernemental temporaire ». Voilà, ça c'était de mon vieux copain Milton Friedman. Oui, Ah, vous avez connu Milton Friedman? Oui, bien sûr, j'ai longtemps correspondu avec lui. Il a préfacé votre premier livre. Il a préfacé mon premier livre, oui. Il mesurait 1m50 et sa femme mesurait 1m30, Rosie, et il était gai comme tout. Il n'y avait pas plus amusant que Milton Friedman. Il était... Et d'ailleurs, à tous ceux qui écoutent l'anglais, il faut qu'ils écoutent ce qu'il avait fait sur Freedom to Choose, la liberté de choisir, qui sont des programmes de télévision qui sont remarquables. Les 11 millions de pauvres sur Riga, se tenir les côtes. Oui, alors Lucien veut faire de la polémique. Alors, c'est vrai, l'État a un bras très long pour prendre l'argent, mais un bras très court pour le redistribuer. Oui. Là, tout est résumé. Oui, ce qui veut dire quelque part que plus vous êtes près de l'État, plus vous pouvez gagner de l'argent sans prendre de risques. C'est ça le vrai problème, c'est que si vous êtes tout près de l'État, on s'occupera de vous, si vous voulez. Puis quand vous en êtes très loin, c'est ce qui est arrivé aux Gilets jaunes. Comme ils en étaient très loin, on continué à leur prendre du pognon, mais on leur donnait plus rien en échange. Donc ils finissent par trouver ça agaçant, quoi. Mais alors, quelle solidarité peut exister? Est-ce que le seul socialisme qui pourrait exister, ce serait un socialisme familial, finalement? C'est ce que dit Nassim Taleb, qui est un grand esprit, Tayeb, qui est un grand esprit libanais. Il dit, en ce qui me concerne, vous savez, c'est celui qui a inventé les signes noirs, l'antifragilité, c'est un type remarquable. Et il dit, en ce qui concerne ma famille, je suis communiste. Ma commune, je suis socialiste, parce que vous savez qui sont les gens qui doivent être aidés, ceux qui ne doivent pas être aidés. Et en ce qui concerne l'État central, je suis anarchiste. C'est génial, ça. Oui, c'est la vérité, c'est comme ça que ça doit être. D'ailleurs, vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « Un libéral nommé Jésus », oui. où vous expliquez finalement que Dieu ne sait compter que jusqu'à... Mais c'est deux choses qui sortent quand vous le relisez. Parce que ce que j'ai fait, c'est pour expliquer un peu la genèse de ce livre. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », qui avait tiré à plus de 30 000 exemplaires. J'étais chez Lafon, à qui j'ai envoyé mon manuscrit comme ça. Et ce bouquin, les gens m'ont dit « il est très bien ». J'expliquais comment une économie fonctionne, le système bancaire, enfin aussi bien que je le pouvais. Et les gens m'ont dit « c'est très bien, mais ça n'est pas, c'est pas moral ». Alors j'ai dit « tiens donc, voyons pourquoi ». Ils m'ont dit parce que c'est pas conforme aux évangiles. Alors je me suis dit je vais relire les évangiles tout en ayant passé une grosse partie de ma vie chez les jésuites, donc je connaissais un peu les évangiles. Et je me suis rendu compte que quand vous lisez les évangiles, il n'y a pas une erreur économique. Alors que dans la Bible, il y en a 42 000. C'est pas incroyable parce que la Bible est idiote, mais par contre les évangiles, quand les paroles du Christ, quand il parle de l'économie, c'est toujours incroyablement juste. Et il y a 2 leçons qui sortent de ce livre, de ces paroles. Puisque le Christ n'a jamais rien écrit, si ce n'est dans la terre, au moment de la femme adultère. Il y a 2 choses qui ressortent. La première, c'est que Dieu ne sait compter jusqu'à 1. Il se contrefout de la société, de la tribu, de tout ça. Il va avoir un rapport personnel avec vous, 1 à 1. Et la deuxième chose qui est tout à fait évidente, c'est que dans les évangiles, tous ceux qui prennent des risques et qui se trompent sont toujours pardonnés. Et ceux qui ne prennent pas de risques sont toujours condamnés. Les pharisiens, les rentiers, ils sont toujours condamnés. Donc, si vous prenez la primauté de l'individu sur la tribu et la prise de risque, vous avez toute la société occidentale. C'est de fondement que par toutes nos sociétés. Et alors, à l'inverse de ça, aujourd'hui, notre société actuelle est fondée sur le pire des péchés qui serait l'envie. Et c'est de là que naît la haine des riches. C'est-à-dire que tous ceux, à partir du moment où quelqu'un entreprend, réussit un peu, il y a de l'envie, de la jalousie, et on ne retrouve pas forcément cette haine des riches en Espagne, en Italie, c'est un truc qui est proprement français. Comment vous l'expliquez? D'abord, je ne suis pas sûr du tout que la France soit un pays envieux. Je sais que c'est une idée assez généralement partagée, mais c'est probablement la France qui est un pays riche depuis très longtemps, où il y a le plus de capitalisme de connivence, c'est-à-dire où il y a le plus de gens qui sont près de l'État et qui s'enrichissent sans rien apporter à la société. Et là, je comprends parfaitement que les gens soient fous de rage. Mais encore une fois, personne n'en veut à Marcel Dassault, à n'importe qui, tous ces grands hommes d'affaires français, même à Bernard Arnault.
ils ont pris leur risque. Ceux à qui les gens veulent, c'est ceux qui se servent de la puissance politique pour s'enrichir. Ça, c'est pas acceptable. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un amalgame entre ces gens qui s'enrichissent grâce à l'État et ces gens qui s'enrichissent par eux-mêmes. Vous savez, il y a un amalgame, mais oui et non. Vous savez, cette théorie des 1%. La théorie des 1%, etc., oui, j'entends bien, mais si vous prenez par exemple les marchés financiers, qui est un peu mon métier, qu'est-ce que vous voyez? Vous pouvez faire dans la bourse quasiment deux indices. Un indice que j'appellerais des valeurs capitalistiques, c'est-à-dire où la rentabilité vient de la prise de risque. Vous trouverez LVMH, L'Oréal et n'importe qui. Et puis de l'autre côté, ce que j'appelle les sociétés communistes, c'est-à-dire les banques, les compagnies d'assurance, les services publics qui ne vivent et qui ne dépendent que de l'État. Si vous regardez l'évolution des cours de bourse de ces deux indices séparément, l'indice des valeurs capitalistes ne cesse de monter et l'indice des valeurs communistes ne cesse de baisser depuis 30 ans. Donc quelque part, je ne sais pas si les Français sont idiots, mais en tout cas en ce qui concerne leur placement, ils savent très bien faire la différence entre l'un et l'autre. C'est le moment placement de l'émission. Nous allons faire le moment business plan de l'émission. Comment placer son argent? Alors, c'est notre petite pause placement, la pause musicale. Alors, facturer vous combien? Pourquoi il faut surtout pas placer son argent dans une assurance vie, déjà? Jamais. C'est-à-dire, l'assurance vie, c'est attendez, l'assurance vie, je crois qu'il y a deux sortes d'assurance vie. J'y connais pas grand-chose parce que ça fait simplement que 2 ans que je suis rentré en France et que optimiser ma situation fiscale, c'était pas mon objectif. Ça n'a jamais été d'ailleurs. Un point que je peux dire rapidement à vos auditeurs, qu'ils ne fassent jamais un investissement pour des raisons, parce qu'on leur donne un avantage fiscal. Ça ne marche jamais parce que si c'était un bon investissement, il n'y aurait pas besoin d'avantage fiscal. Donc l'État va vous faire acheter des saloperies, quoi. Et donc, s'il veut vous faire acheter des saloperies, il n'y a aucune raison que vous y alliez. C'est pas la peine de le... Donc ça, c'est la première des choses. Donc la première règle, c'est que vous pouvez acheter dans les marchés financiers 2 choses. Vous pouvez acheter soit une part de propriété, c'est-à-dire que vous êtes actionnaire, soit vous achetez un contrat, c'est-à-dire que vous passez un contrat avec quelqu'un qui vous remboursera à l'échéance ou quelque chose comme ça. Et il est tout à fait évident que ce n'est pas du tout la même chose. Le contrat dépend quelque part de l'État. Donc si vous avez un État de droit qui respecte le marché, etc., vous pouvez tout à fait passer des contrats. Mais à partir du moment où les taux d'intérêt qui sont fixés, le taux de change qui est fixé sont déterminés par l'État à l'avantage de l'État, je ne vois pas pourquoi vous devriez passer le moindre contrat. C'est-à-dire qu'il faut être fou comme un lapin pour avoir des contrats en France aujourd'hui, c'est-à-dire avoir des placements obligataires, par exemple. Par contre, il se trouve qu'en France, il y a de remarquablement belles sociétés qui sont cotées, qui n'ont rien à voir avec l'État, dans lesquelles l'État n'a rien à voir, il n'est pas actionnaire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir des parts de propriété? Parce que ces gens-là, ils feront attention à leur argent et donc au vôtre. Donc, quelque part, ce que j'essaye de dire, c'est qu'aujourd'hui, en France, comme nous ne sommes plus dans une économie de marché, et donc nous ne sommes plus dans un état de droit, eh bien, avoir des contrats, c'est un peu hasardeux. Ça me paraît une façon rapide de se ruiner. Encore une fois, ce que je voudrais expliquer à tous vos auditeurs, c'est quand vous êtes dans les marchés financiers, il ne faut pas tellement chercher ce qui va monter. Ça, c'est une erreur considérable que tout le monde fait. Il faut chercher à savoir ce dont vous êtes à peu près certain que ça ne va pas monter ou que ça va baisser. Et ça, il faut le sortir de vos portefeuilles vite fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de savoir le cheval qui n'a aucune chance que le cheval qui va gagner. Donc si vous excluez tous les chevaux qui n'ont aucune chance et que vous pariez sur le reste de la cote, vous battrez à chaque fois la probabilité, quoi. Et les obligations d'Asie, vous pensez quoi? Maintenant, si vous voulez, on se trouve qu'en Asie, il y a un nouveau système monétaire qui est en train d'être monté par la Chine, dans lequel le rentier, c'est-à-dire le type qui ne veut pas prendre risque parce qu'il est en fin de vie, par exemple, ce qui est parfaitement légitime, est rémunéré normalement. Donc vous pouvez tout à fait avoir des obligations asiatiques, il n'y a pas de problème. Et est-ce que et l'or? L'or, si vous voulez, c'est le machin... c'est une façon de voter contre votre banque centrale. Mais
ça n'a jamais perdu, mais on n'a jamais gagné grâce à Ben ça. oui, ce que vous faites avec Ouais. l'or, c'est que vous gardez votre valeur, Mm. si vous voulez. Apparemment, une coupe de cheveux à Rome coûte à peu près, il y a 20 siècles, coûte à peu près la même chose qu'une coupe de cheveux aujourd'hui, quoi. Donc, c'est une façon de garder votre argent, mais vous êtes comme encore une fois, dans la parabole des talents, dans les évangiles, ben, vous enterrez votre talent. Si vous ne pouvez pas faire autrement, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, que l'État vous empêche de faire quoi que ce soit d'autre, ben, c'est tout ce qui vous reste. Mais dans un pays normal, vous devriez pouvoir être entrepreneur et faire autre chose. Mais est-ce que l'immobilier n'est pas un bon compromis qui a une certaine sécurité et en même temps un côté un peu excitant et un peu... Oui, vous pouvez acheter de l'immobilier et tout, mais encore une fois, l'immobilier, il ne peut pas prendre le train pour Bruxelles. Hein. Le jour où ils décideront... Aujourd'hui, ça fait 30 ou 40 ans qu'ils forcent tout le monde à acheter de l'immobilier. Puis ensuite, maintenant, comme toute la fortune française est en immobilier, c'est là où elle va se faire taxer, quoi. Oui. Donc, une fois que vous avez tout le pognon français dans l'immobilier, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait la première mesure qu'a pris M. Macron, c'est de taxer l'immobilier. Puisqu'il a maintenu l'impôt sur la fortune en enlevant les actions. Alors, Ce qui est une attaque contre la bourgeoisie française, car c'est toutes les vieilles familles qui ont un appartement à Paris qui sont attaquées. ça. Tout le monde, Ouais. c'est exactement. c'est le petit point jacobin étatiste. Alors, On a après, besoin d'un État, attention. Hein. il y a aussi donc du coup des services dont le coût peut pas être supporté par ses seuls usagers. Oui. Du coup, c'est là qu'intervient l'État actionnaire. Est-ce que pour vous Non, c'est là où couple, enfin l'État tout court d'ailleurs. pourquoi serait-il actionnaire? Ah oui, l'État intervient en tout cas. Et est-ce que du coup le couple entreprise-État est réconciliable à certains endroits de l'économie ou Si pas, vous voulez, l'État... Il faut remonter un petit peu, là. Il y a eu la révolution libérale qui s'est passée en Angleterre en 1689, et les idées de Locke, qui était un philosophe anglais, ont été très importantes. Qu'est-ce que dit Locke? Il dit que pour qu'une société fonctionne, il faut que quelqu'un qu'un organisme ait le monopole de la violence légitime, légale. C'est-à-dire qu'il peut vous couper la tête, vous mettre en prison, etc., si vous ne respectez pas les lois. Une fois que vous avez établi ce truc-là, la question immédiatement, c'est comment je vais empêcher cette entité qui a le monopole de la violence légitime de me spolier, de me foutre en prison et de me massacrer. Vous voyez, Et la seule façon de l'empêcher, c'est par l'intermédiaire de la loi, et en faisant voter les impôts qui permettent à cet État de fonctionner. En quelque sorte, cet État ne peut avoir de l'argent légalement que s'il lève un impôt sur les gens qui, à ce moment-là, refusent de le payer. Bon, s'il devient tyrannique. Donc, c'est ça, donc, en quelque sorte, le libéralisme, ça n'est rien d'autre que l'égalité de tous devant la loi, y compris de l'État, d'ailleurs. Et que les impôts assurent la votation des impôts par la population assure que ça se passe bien. Et encore une fois, l'État, il s'occupe des activités dans lesquelles il ne peut pas y avoir de prix de marché, comme la défense nationale, la diplomatie, la police ou la justice. Vous ne pouvez pas avoir des prix de marché dans ces quatre fonctions. Je pense qu'on pourrait rajouter aussi, par exemple, l'aménagement du territoire, parce que si vous allez à Beyrouth ou dans des coins comme ça, vous vous rendez compte qu'un État qui n'est pas capable d'organiser l'espace, ça donne des trucs un peu curieux, quoi. Ça marche moyen, quoi. Bon, ça c'est très bien fait. Mais je ne vois pas tellement pourquoi l'État devrait s'occuper d'autre chose, quoi. Il me semble que ça suffit. Et, par exemple, prenez l'éducation. En Suède, ils ont décidé, quand ils ont fait faillite en 92, ils ont décidé, on va faire une espèce de discussion dans toute la Suède, ça a pris 2-3 ans, en disant, est-ce que tous les enfants doivent recevoir une bonne éducation? Tout le monde a dit, ouais. Est-ce que cette éducation doit être payée par les impôts? Ouais, ça me paraît une très bonne idée. Est-ce que cette éducation doit être donnée par des fonctionnaires? Et tout le monde a dit, pourquoi? Il n'y a pas de raison. Et donc, on a donné à chaque famille une espèce de ticket d'éducation. Et cette famille peuvent se mettre ensemble pour créer une école si elles trouvent que l'école du coin n'est pas bonne. Dans certains États aux États-Unis, Coca-Cola investit dans l'éducation, par exemple. Et voilà, c'est le secteur de croissance par excellence, l'éducation. Il faut avoir une éducation un peu, vulgaire, mercantile. Résultat des courses, pas forcément toujours convaincant. Oui, si vous avez une école qui fait une éducation vulgaire, mercantile, des familles vulgaires et mercantiles mettront leurs enfants dans cette école, et puis les autres les mettront pour étudier Platon ou n'importe quoi. C'est un pays vulgaire et mercantile qu'on appelle les États-Unis. Vous savez, c'est un pays vulgaire mercantile, mais c'est quand même celui qui donne dans la charité privée plus au reste du monde que tous les autres États pris ensemble. Dans la charité privée. Donc cet État vulgaire et mercantile
Sans lui, le reste du monde crèverait de faim. Donc, encore une fois, vous partez avec des préjugés défavorables à l'argent, ce qui, à mon avis, est une grosse stupidité. Mais, C'est du fait de Coca-Cola ou du protestantisme? Nous avons un intervenant qui n'est pas en plateau. ça n'a aucune importance. Mais, encore une fois, la question était, c'est du fait de Coca-Cola ou du protestantisme? Non, mais la réponse est assez simple, c'est que si vous avez des écoles concurrentielles, les bonnes sortiront et les mauvaises fermeront. Et c'est pas à vous de déterminer, parce que vous êtes intelligent et que vous avez fait l'inspection des finances ou Normal Sup, qu'on va faire ceci ou cela. C'est complètement idiot. C'est la réalité de la concurrence qui amènera les enfants. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. La raison pour laquelle toutes les grandes universités américaines sont les meilleures du monde, c'est tout simplement qu'elles sont dans un monde hyper concurrentiel. Et c'est tout. Et c'est pas parce qu'on a donné des subventions. Donc, encore une fois, laissez les gens décider par eux-mêmes la façon dont ils vont dépenser leur argent. Et alors, ce qui se passe en Suède, c'est que s'il y a une bonne école, l'immobilier monte autour, parce que tout le monde va habiter autour de l'école, les familles. Et si l'école est mauvaise, l'immobilier baisse, et la mairie est très fâchée. Et donc, elle vire les gars. En réalité, le problème de l'école, c'est qu'aujourd'hui, on a un système qui est complètement idiot, où il y a des tas de gens qui enseignent, qui ne devraient pas enseigner, et ceux qui devraient enseigner ne peuvent pas enseigner parce qu'ils seraient mal payés compte tenu de la masse des crétins qui enseignent. Notre scientifique voulait poser une question. Mais par rapport à la question du mercantilisme, je voudrais faire remarquer, et je pense que vous serez d'accord, au moins au fond de vous, c'est que déjà Moïse et Platon étaient des mercantiles. Moïse, en un sens, est un père fondateur du marketing, avec les slogans du décalogue, qui s'imprégnaient dans la conscience des Juifs et puis de l'humanité, enfin une partie de l'humanité. Et Coca-Cola, dans ses rêves les plus fous, n'a jamais osé prétendre égaler la force des slogans de Moïse. Quant à Platon, lui-même était un marchand d'idées, car il ne se décrivait pas comme un marchand par snobisme, mais c'était bien un marchand. Et il a collecté des fonds auprès du tyran de Sicile pour financer son académie. Donc opposer le marketing et le mercantile à la morale, à la noblesse d'âme, aux idées, quelque chose de faux. Car si vous êtes convaincu que ce que vous pensez est vrai et que ça doit être justement vendu, vous avez le devoir de le vendre et vous avez le devoir de faire ce qu'il faut pour le vendre à la masse. Mais écoutez, encore une fois, si vous voulez, je crois honnêtement, et je le vois très bien en Asie, que s'il y a une chose que les familles sont prêtes à faire, c'est à saigner aux quatre veines pour éduquer leurs enfants. Et c'est pas simplement pour qu'ils gagnent plus d'argent après. C'est simplement qu'on a inscrit au fond de nous, je crois que c'est, encore une fois, la nature humaine, que l'homme en apprenant s'améliore. Et donc, rien n'est plus important que d'avoir des professeurs de qualité. Et ce qui s'est passé en France depuis 40 ans, depuis mai 68, ou je ne sais plus quoi, 50 ans, ce qui s'est passé est assez simple, si vous voulez, c'est qu'on a prolétarisé l'enseignement. J'avais un de mes beaux-frères qui était professeur de droit constitutionnel à Bordeaux, qui avait la chaire de Duguy quand je l'ai connu. Il était plus âgé que moi. C'était un seigneur local, si vous voulez, être un professeur de droit. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il y a 50 ans, ce que c'était 40 coudées au-dessus d'un énarque, quoi. Personne ne parlait des énarques. C'était vraiment des très grands intellectuels, si vous voulez. Et en l'espace de 40-50 ans, il s'est transformé en instituteur, au point de vue salaire. Eh bien, je trouve que ce refus de payer de façon considérable les grands esprits est une façon qui nous amène au crétinisme généralisé. D'ailleurs, à propos de crétinisme généralisé, il y a un grand tabou dans le système éducatif français, c'est la question du QI, qui dans des pays anglo-saxons est beaucoup plus prise en compte. Et en France, c'est un tabou, parce qu'à partir du moment où on parle de QI, on parle de différence de QI selon des groupes, selon l'art, et de suite, on arrive très vite à la bête immonde. Alors, qu'est-ce que vous inspire cette question, et est-ce que vous pensez qu'elle n'est pas assez prise en compte en France? Parce que je crois que 30% des en tout cas, des étudiants français à gros QI sont en échec scolaire, par exemple. Ce qui est assez sidérant. Je crois que... Je n'ai pas une opinion très forte sur le sujet, si vous voulez. Ce que je me dis simplement, c'est qu'encore une fois, on arrive à ces résultats idiots parce qu'on a des systèmes qui sont complètement centralisés
et où on essaye de transformer les gens en robots qui doivent répondre aux questions. Moi, quand j'ai fait mon service militaire, il y avait mon meilleur copain qui était plombier, coiffeur dans un petit village basque. Et on lui a appris à jouer au poker. Et on est tous architectes, je sais pas quoi, il y avait que des gars docteurs. Et il nous a plumés sans arrêt pendant les mois qui nous restaient, quoi. Donc l'intelligence, le QI, tout ça, il y a aussi l'intelligence, la façon dont vous percevez les autres, il y a le QI, il y a la QI sociétale, si vous voulez, comment vous remettez avec les autres. Donc je ne crois pas que l'intelligence puisse être mesurée. Fondamentalement, je ne crois pas. Mais alors, pour garantir les libertés, ou du moins pour les retrouver en France, est-ce que vous pensez qu'un régime autoritaire ne serait pas de refus? Ou alors croyez-vous au contraire à la démocratie, au RIC, ce dont parlent les Gilets jaunes? Quelle serait la meilleure solution pour la France, spécifiquement, à votre avis? On spécule, pour la France, il faut simplement que la représentation politique corresponde à la population. Or, aujourd'hui, ça fait 50 ans que je vote en France, ou un peu plus. J'ai toujours eu le droit de voter pour un fonctionnaire de gauche ou un fonctionnaire de droite. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires ont la possibilité, s'ils se présentent, ils sont élus, puis la fois d'après ils sont battus, ils retournent dans leur corps d'origine et ils prennent aucun risque. Donc dans la politique, nous n'avons que des gars qui ne prennent aucun risque à faire de la politique. Et ça, c'est pas acceptable. Je crois qu'en France, il y a quelque chose, dans le Parlement, il doit y avoir quelque chose comme 30 ou 40 professions. Dans la Chambre des communes, il y en a 250, quoi. Donc on a aujourd'hui une représentation. Si vous aviez une chambre en France où il y avait des garçons coiffeurs, ils prendraient des mesures favorables aux garçons coiffeurs, quoi. Donc, passons du tirage au sort pour corriger. C'est ce que préconisait Aristote, mais le plus simple, ce serait de faire que fait la Suisse, l'Angleterre et les États-Unis, d'interdire aux fonctionnaires non pas de se présenter, mais une fois qu'ils sont présentés, ils donnent leur démission pour toujours de la fonction publique. Ils ne peuvent plus jamais y revenir. Merde. Comme on est un peu vulgaire et qu'on lit les journaux People, Karl va poser la question que je n'ai pas osé poser, mais que nous poserons quand même, et voilà. Non, vous avez parlé de représentation politique, notamment en France. Les élections européennes vont bientôt arriver, c'est tout proche. Alors, vous aviez à un moment donné soutenu le projet de liste de Nicolas Dupont-Aignan, de Debout la France. Mais alors, pour quelle raison? Parce que Nicolas Dupont-Aignan n'a jamais été un grand libéral. Pas du tout, non, parce que, encore une fois, si vous voulez, là on touche à des choses... je vais répondre très brièvement, parce que le sujet n'est pas très intéressant, mais... Il est vrai. Je vais vous dire simplement la chose suivante, si vous voulez, c'est que vous ne pouvez pas avoir de démocratie sans qu'il y ait souveraineté. À partir du moment où un État ne contrôle plus ni ses frontières, ni sa monnaie, ni ses lois, ni son budget, ni rien, à ce moment-là, on ne voit pas très bien pourquoi on vote, quoi. On est devenu, on est l'objet d'une technocratie que personne n'a élue, que personne ne peut virer. Donc, Dupont-Aignan avait comme objectif de reprendre les souverainetés, et puis voilà, quoi. Donc il est venu me voir pour que je l'aide, je l'ai aidé, et puis je crois qu'il faut en rester là, parce que le sujet n'a aucun intérêt, quoi. Et d'ailleurs, question qui n'a absolument rien à voir, mais comme c'est la fin, allons-y, que pensez-vous du principe de Peter? Bon, ça c'est un vieux principe, c'est pour ça, si vous voulez, le principe de Peter, c'est une façon rapide, amusante. Vous devriez peut-être le décrire à vos auditeurs. Oui, alors on va décrire le principe de Peter, c'est-à-dire qu'en fait, quand dans un système quelqu'un est bon, il passe au cran au-dessus. Donc tous les gens qui sont à leur poste dans le système sont toujours mauvais. Et donc parce qu'ils cessent de monter à partir du moment où ils sont arrivés à ce niveau-là, et s'ils ne sont pas bons pour ce poste-là, ils ne peuvent plus monter, donc ils s'arrêtent. Il y a deux remarques à faire, c'est que j'ai vu des tas de crétins qui est dans le système politique français qui continuent à monter imperturbablement. Donc l'idée qu'on arrête de monter quand on est mauvais est une idée qui n'a assez peu de vérification statistique. Et le deuxième, c'est simplement le principe schumpeterien de la création destructrice. Une société, un truc qui réussit va attirer des gars
qui ont fait de brillantes études et tout, et qui vont la planter en l'espace de très peu de temps, quoi. Donc c'est comme ça qu'on maintient les sociétés fluides, en mettant des crétins à la tête qui planteront la société, ce qui permettra au capital et aux hommes d'aller ailleurs. D'ailleurs, à ce propos, j'en avais parlé avec Arnaud Montebourg, qui me disait qu'il avait pris 20 ans pour se rendre compte qu'il avait un profil d'entrepreneur et pas d'homme politique. Et on a D'ailleurs, je l'ai entendu Oui. à plusieurs reprises ses interventions, et cet homme, à mon avis, il a un grand avenir en France, parce qu'il est de gauche. Mais encore une fois, je voudrais dire un truc qui est très profond pour moi, c'est que la gauche est beaucoup plus à même de comprendre ce que je dis que la droite. La droite en France, c'est quand même, ce que je dis toujours en plaisantant, c'est des gros pétainistes, quoi. C'est le parti de l'étranger. La droite, pour moi, c'est les pires en France. Très souvent, pas toutes, mais il y a toute une partie de la droite que je méprise de façon... Ça sera le mot de la fin. Et la semaine prochaine, parce que nous sommes l'émission la plus équilibrée, qui est ouverte à tous les dialogues, nous recevrons l'exact opposé sur tous les plans, tous les points de Charles Gave. Je ne vous en dis pas plus. Salut et fraternité.